Bonjour, je m'appelle Nathalie Carmohan, je suis professeure à la faculté d'études autochtones de l'Université de l'Alberta à Edmonton. Je suis aussi vice-doyenne académique de cette même faculté et directrice d'un centre de recherche sur les métis, the Rupert's Land Center for Métis Research. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques aspects de ma recherche. Alors, depuis quelques années, je m'intéresse aux liens que les métis ont au territoire et je dirais en général avec le Nord-Ouest. Et je m'intéresse particulièrement au système de connaissances faisant une partie intégrante de leur culture. Comment est-ce qu'ils ont préservé ces systèmes de connaissances? Alors on sait par exemple que l'État-nation a constamment essayé de diminuer la relation ontologique que les métis entretiennent avec la terre, le territoire. Et comme le suggère Eileen Moreton Robinson, la politique du silence est rendue possible par le pouvoir du savoir occidental et sa capacité à être la mesure définitive de ce que signifie être humain et de ce qui constitue ou non du savoir. Et donc, dans le cas des métis, on s'aperçoit que leur appartenance ontologique est toujours présente dans le Nord-Ouest canadien, malgré le fait que dans certains écrits, on a dit qu'ils n'avaient pas réussi à préserver ce lien au territoire. D'ailleurs, je dirais que cet accès au territoire demeure au cœur des luttes politiques du peuple métis. Si on regarde de plus près certaines affaires judiciaires portant sur les droits de chasse, on s'aperçoit qu'il y a des preuves de cela. Et aussi, récemment, les métis ont signé quelques accords cadres avec le gouvernement fédéral et forcément, la question des terres reste omniprésente. D'ailleurs, pour en savoir un petit peu plus sur la relation que les métis ont au territoire, et je dirais peut-être plus en accent sur les connaissances des femmes, avec une de mes collègues de l'Université de l'Alberta, Isabelle Altamirano Jiménez, nous avons publié un livre, Living on the Land, Indigenous Women's Understanding of Place. Alors ce livre met l'accent sur les femmes autochtones en général, mais il y a quelques textes concernant les métis. Et je dirais que dans ces textes, ce qui ressort beaucoup, c'est que les métis, les femmes métisses ne perçoivent pas leur rapport au territoire comme non essentiel, je dirais, c'est plutôt le contraire. Elles perçoivent leur lien au territoire comme essentiel au bien-être de leur communauté. Alors, dans la même veine, je dirais que, ou dans la continuité d'une recherche qui est axée sur le lien au territoire, eh bien, je m'intéresse aussi à la présence métisse dans la ville d'Edmonton. Alors, dans l'imaginaire canadien, les vrais autochtones vivent dans des réserves ou sur des territoires isolés. Ce lien à une terre ancestrale, souvent qualifié comme authentique, serait le marqueur ultime d'une identité autochtone, malgré une présence autochtone urbaine de plus en plus importante. Perçu par certains chercheurs comme une antithèse, comme une anomalie, le phénomène d'urbanisation des Autochtones n'est pourtant pas nouveau et a suscité au fil des années de nombreuses études et de nombreux débats académiques. Phénomène construit au départ comme un problème, Evelyn Peters et David Newhouse évoquent dans leurs travaux la nécessaire déconstruction d'une telle approche pour rendre compte des réalités plurielles des villes et dépasser des concepts caducs tels que la dépossession culturelle, la déconnexion territoriale, l'assimilation, la dichotomie ville-réserve ou une autre dichotomie tradition-modernité, etc. En occupant l'espace urbain, et il faut rappeler quand même qu'ici on parle des territoires traditionnels des Autochtones, les Autochtones reformulent les institutions et les pratiques culturelles et identitaires. Ils développent une façon de vivre qui va au-delà des réalités de la marginalisation et des nombreux obstacles rencontrés au sein même de la ville.
Alors que les spécialistes ont surtout mis l'accent sur la migration des Premières Nations vers les villes de l'Ouest dans le courant des années 1960, 70 et 80, très peu d'études ont porté leur attention sur le phénomène d'urbanisation des Métis dans les grandes villes canadiennes de l'Ouest. Un manque de données et d'informations statistiques rend la compréhension de leur mouvement vers les villes particulièrement difficile. Donc, dans un premier temps, mes recherches sont axées sur la présence des métis en ville au début du XXe siècle. Les réalités métisses changent au milieu du XIXe siècle à Edmonton, dans certains cas de façon dramatique à mesure que les métis sont dépossédés de leur lot de rivières par le système de certificats fonciers mis en place par le gouvernement fédéral. Ce système pousse d'avides spéculateurs fonciers à acheter les terres métisses à bon marché. Une fois ces terres vendues et occupées par de nouveaux arrivants d'origine européenne, la présence métisse à Edmonton disparaît des récits de la ville. Cette présence ne réapparaît que dans les années 1970, lorsqu'un nombre important d'Autochtones, et plus spécifiquement de Métis, viennent s'installer en ville à la recherche de nouvelles opportunités de travail. Il existe donc un vide historiographique important concernant la présence des Métis à Edmonton dans la première moitié du XXe siècle. Pourtant, une présence métisse urbaine continue d'exister dans les villes de l'Ouest canadien au début du XXe siècle, la plus connue étant Roostertown à Winnipeg. Comme le souligne Owen Toews, Roostertown représente un exemple parmi d'autres de communautés métisses urbaines et fait, selon lui, partie d'une histoire et d'une géographie beaucoup plus vaste, celle de la création de lieux métis, de la résistance et de la dépossession en série de la part du Canada qui n'a pas été bien documentée. Pour Toews, l'histoire des banlieues métisses évoque une structure intégrée à la vie économique, culturelle et politique de la ville telle que nous la connaissons aujourd'hui. Je cherche donc à mettre en lumière un aspect méconnu de l'histoire d'Edmonton, celle de regroupement de familles métisses dans certaines parties de la ville dont on perçoit encore les traces et qui ont vu le jour dans les années 1930. Comme nous l'avons écrit ailleurs, la réinscription de la présence autochtone dans les villes est une tâche colossale, mais nécessaire qui passe par la compréhension des absences, des silences, des altérations et des subtilités. Retracer la présence des Métis dans les villes de l'Ouest canadien au XXe siècle est ardu, étant donné qu'ils ont cessé d'être une catégorie lors du recensement de 1901, et ce jusqu'en 1971. La grande majorité du corpus documentaire date du XIXe siècle. Par contre, pour le XXe siècle, notre recherche a révélé un vide documentaire important, une sorte de grande éclipse des années 1905, date de la naissance de la province de l'Alberta à 1929, excepté pour les années 1930. Cette absence atteste du fait qu'Edmonton, ville métisse par excellence au XIXe siècle, devient un espace où les métis n'ont plus leur place au début du XXe siècle, ayant été dépossédés de leurs terres. Edmonton, vidé de ses autochtones, accentue au début du XXe siècle une image axée sur la modernité, sur l'essor économique, et pour reprendre une idée avancée par Julie Tomiak dans Settler City Limits, d'une zone coupée des luttes territoriales existantes au-delà des limites de la ville. Pourtant, ces dynamiques coloniales continuent d'influencer le va-et-vient des Métis vers Edmonton, mais aussi leur habileté à rester en ville. En effet, la ville incarne au début du XXe siècle le contrôle que le pouvoir colonial exerce sur le paysage et la nature, mais aussi sur les corps. Les rapports d'experts embauchés par la ville et de la police, ainsi que les coupures de presse du Edmonton Bulletin, permettent de dresser un portrait, même incomplet, du fait que les sources ont été produites par des hommes blancs, de la vie des Métis qui vivaient dans ces communautés éphémères situées près de dépotoirs, dont celui de Grierson en plein centre-ville et du côté de Stony Plain au nord-ouest de la ville, une zone qui représentait à l'époque la lisière de la ville d'Edmonton. Bien qu'aux yeux de la municipalité, ces familles rentraient dans la catégorie des squatters indésirables,
vivant dans des logements de fortune, nous explorons l'idée que ces communautés éphémères si imparfaites aux yeux de la municipalité représentaient une volonté de recréer un chez-soi permettant à des familles élargies de vivre ensemble. En somme, notre recherche historique permet d'examiner le fonctionnement des pratiques et discours coloniaux et les savoirs qui en découlent à un moment précis où la présence autochtone en ville est construite comme un problème. En outre, à la fin des années 1960 et début des années 1970, le mouvement des Autochtones vers les villes va grandissant et a engendré la mise en place de services pour répondre à certaines nécessités de base, telles que le besoin de se trouver un logement adéquat et abordable. Bien que la question du logement prime dans le discours des leaders autochtones à la fin des années 1960 et au début des années 1970, qui reconnaissent que sans toit au-dessus de la tête, rien n'est possible, étrangement, les études historiques sur la question sont quasiment inexistantes. Selon Alan Anderson, il existe quelques recherches axées sur les politiques de logement autochtones, mais celles-ci sont récentes et non historiques. Outre les tentatives d'Evelyn Peters et de Ryan Walker pour Winnipeg et Saskatoon, la question centrale de la mise en place de logements adéquats et abordables fait largement défaut. Pour Anderson, la recherche axée principalement sur la transition des réserves, communautés rurales, vers les centres urbains, sur les désavantages rencontrés une fois arrivés en ville, sur les difficultés d'adaptation à la vie urbaine et la concentration dans les quartiers les plus pauvres des villes, ont tendance à éclipser la manière dont les Autochtones ont développé leurs propres infrastructures pour faciliter leur ancrage dans la ville. Je cherche donc, à travers mes recherches, à comprendre comment les Métis, dès les années 1970, ont reformulé les institutions et les pratiques politiques canadiennes pour répondre à des besoins urgents de logement à Edmonton, et ce, à une époque où ni le gouvernement fédéral, ni les gouvernements provinciaux n'acceptaient une quelconque responsabilité à l'écart des Métis. J'ai eu d'ailleurs l'occasion d'écrire plusieurs articles sur la question. En occupant l'espace urbain, les Autochtones ont constamment repoussé les frontières politiques existantes vers un scénario où les peuples autochtones urbains deviennent des partenaires avec lesquels s'engager. On assiste dans un sens à une véritable révolution tranquille urbaine autochtone. Même si dans l'ensemble, les communautés autochtones urbaines étaient perçues comme incapables de participer à la prise de décision concernant les politiques et la programmation, une analyse plus pointue permet de découvrir qu'en fait, ils sont organisés et ce faisant, ils ont développé de nouveaux réseaux transformant les villes en centres culturels et sociaux puissants. Je vous remercie de votre attention.